Juste avant d'enregistrer le dernier numéro de Bistro Liberté, pour l'année 2017 bien sûr, je voudrais vous dire un grand merci pour votre mobilisation en faveur de TV Liberté, la première chaîne audiovisuelle alternative de France. Oui, vos impôts vont à vos idées. Elles constituent cette formidable communauté que nous formons tous ensemble, une véritable communauté de résistance. Cette mobilisation, elle est en tout point remarquable, mais je vous dois la vérité, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors, il faut poursuivre cet effort, il faut même l'amplifier rapidement avant le 31 décembre. 31 décembre qui est aussi la date butoir qui doit figurer sur votre chèque de don à l'ordre de ASNA, A-S-N-A. Je vous l'ai déjà dit, pour nous, votre don, c'est vital. Pour vous, eh bien, c'est l'assurance, une assurance forte de pouvoir mettre vos idées à l'abri pour l'année 2018. Alors, dans cette dernière ligne droite, je compte sur vous encore et encore. Bonne fête à tous. Notre député est un monsieur assez jeune, cravaté, diplômé, qui a eu l'idée saugrenue de louer un château de la Loire, figurez-vous, pour ses 40 ans. Et les commentaires n'ont pas été tendres avec lui dans le département, ce qui se comprend, car déjà on ne peut pas dire qu'il sorte d'un milieu défavorisé, ni qu'il ait gravi les échelons en défendant les pauvres, c'est même le contraire. Dans une société où les pauvres ne votent plus, il est bien plus avantageux de flatter les riches, et c'est ce qu'il a fait. Du coup, il a grimpé tous les échelons en s'appuyant sur ceux qui maltraitent le peuple, donc ça paye. Mais en même temps, le château de la Loire, ça allait nettement dans le sens qu'on lui reprochait, et c'est pas passé dans l'opinion du département. Parmi les griefs que l'on faisait à cet homme-là, il y en avait certes de plus subtils que d'autres, mais là c'est le patron du bar, qui est un observateur des âmes, même s'il n'a pas l'expérience d'un psychiatre ou d'un curé, qui m'a dit ce qu'il fallait en penser. Il m'a dit, tu vois, moi des anniversaires, j'en fais tout le temps dans l'arrière-salle du café, dans les jardins, et j'en fais donc depuis 30 ans. Eh bien, il y a deux sortes d'anniversaires. Il y a le type qui organise un truc pour les 80 ans de sa mère ou les 40 ans de son meilleur ami. Et puis, il y a le type qui invite tout le monde pour ses propres 40 ans. Et là, crois-moi, c'est pas du tout le même genre de gugus. Et là, le portrait que le patron du café nous a fait du fameux député n'était pas très tendre, évidemment, parce qu'il disait, en général, tous ces gens qui invitent, même généreusement pour leur propre anniversaire, sont impossibles avec le personnel, le restaurateur, alors que ceux qui invitent pour quelqu'un d'autre sont toujours gentils, accommodants et pas trop exigeants. Ensuite, il m'a dit, il y a un autre truc, c'est que ceux qui invitent à leur propre gloire, comme ça, ne font pas le plein. Enfin, c'est rare. Il y a toujours des défections de dernière minute. J'ai l'habitude, me dit-il, quand c'est un m'as-tu vu comme ça, je prévois toujours 6 personnes en moins parce que les gens disent je viendrai, parce qu'ils peuvent quand même pas dire je viendrai pas, je m'en fous de tes 40 ans. Et donc c'est toujours après qu'ils disent qu'ils ont un empêchement. Ça veut dire que le type qui invite pour lui-même t'invite en fait à venir flatter son orgueil, à te soumettre. Donc il y en a toujours qui refusent de jouer ce jeu de la soumission, c'est normal. Eh bien dans le cas de notre député, qui est quand même très prétentieux, je pense qu'il a dû lui manquer des gens ce jour-là qui avaient dit oui, et je plains, m'a-t-il dit, le traiteur. Alors ce jour-là, au bar avec nous, il y avait aussi Gustave qui a mis son grain de sel. Gustave, le libraire en ligne, lui, c'est le château qui l'embêtait. Il a dit, un gars narcissique qui invite des copains à fêter son propre anniversaire, il loue un château célèbre. À la rigueur, c'est les concessionnaires Mercedes, parce que ça va avec sa clientèle. Ils vendent des voitures chères à des gens qui ont les moyens. Donc, louer un château de la Loire, c'est son monde, c'est même très bien pour son image. Tandis que là, un député, en principe, ça représente tous les gens, y compris ceux qui n'ont pas un radis. Il faut être doublement pignouf, d'abord pour organiser soi-même la fête de ses 40 ans, ensuite pour dire que c'est une fête de famille alors qu'il n'y a que les enfants de ta femme, tes parents n'y sont pas, ni tes frères ni tes sœurs, ensuite pour la donner cette fête dans un décor princier. Il paraît qu'il a déclaré aux journaux que ça n'avait pas coûté grand-chose et que c'était tout payé à titre privé, mais il n'a pas compris que même si on lui avait prêté le château gratuitement, un élu, ça se place au plus bas de l'échelle pendant son mandat, c'est la moindre des choses, c'est une question de pudeur à l'égard des administrés qui n'ont pas les moyens. Un élu doit avoir un côté Gandhi, Abbé Pierre, mais là tu peux le retourner dans tous les sens, c'est un côté que tu verras jamais chez lui parce qu'il n'existe pas. Et là, à un moment, c'est bizarre, j'ai eu l'impression qu'il parlait de quelqu'un d'autre.
Je ne sais pas si vous l'a fait aussi, mais dites-le moi, merci. Évidemment, j'aurais pu avoir recours à mon vieil ami Gustave, qui est toujours fourré sur Internet, pour expliquer aux curieux en quoi cette fameuse histoire de neutralité du net est importante. Vous savez, le gouvernement américain qui vient d'autoriser les grands opérateurs à rendre plus ou moins accessibles certains sites, plus ou moins vite, et en fonction de la nature de l'abonnement souscrit. C'est-à-dire que théoriquement, si vous payez un peu plus, vous êtes assuré d'avoir un meilleur service. C'est injuste pour les pauvres, mais finalement, c'est la différence entre la limousine et l'autobus. Là, rien de nouveau. Mon ami Gustave, qui vend donc des livres sur Internet, m'a dit, à la limite, je m'en fous de payer pour aller plus vite ou d'aller moins vite si je paye pas, mais ça, c'est la partie visible. Et là, c'est moi qui parle. Pour vous parler de la partie invisible, je quitte le cas de Gustave pour vous parler du mien. Vous qui la regardez, vous savez ce que contient cette rubrique. Un regard précis sur la réalité française, aucune invective, aucune exhortation, aucun activisme du genre rendez-vous demain à la préfecture, aucun gros mot, juste de quoi inviter les gens à réfléchir. Eh bien, l'objet de la réflexion d'aujourd'hui pourrait être la faculté qui nous reste de contester publiquement la pensée officielle et de profiter des réseaux sociaux pour inviter les gens à nous suivre parce qu'elle est menacée directement par le sourire macronien de ceux qui ne veulent que notre bien et qui s'avancent la seringue à la main pour vous dire « calmez-vous, ça va bien se passer ». C'est là qu'on aborde le deuxième aspect de la neutralité du net, celui de la censure pure et simple. D'abord, ils s'arrangent pour ne pas référencer les sites qui ne leur plaisent pas, qui disparaissent de Google. Ensuite, ils les suppriment carrément. C'est donc ainsi que la page Facebook Campagnol, dont vous connaissez le contenu puisqu'elle se contentait de reprendre ce que je dis tous les soirs ici, a été supprimée sans préavis par Facebook France, qui n'a donné aucune explication, mais j'en ai une, ça marchait trop bien. Alors au bar de Campagnol, le personnage qui est toujours du côté du manche, celui qui trouve que Macron est droit, humble, honnête, m'a dit « Halte à la parano, qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes victime, etc. » Alors que j'ai quand même répondu qu'en 18 mois, le faisceau d'indices devient inquiétant. Vous écrivez dans le Figaro 2 ou 3 fois par semaine, et puis un jour, sur un article très sévère pour François Hollande, article cliqué 180 000 fois, record de l'année, la direction cesse de vous publier. Vous vous dites que l'Élysée a dû téléphoner, mais non, ça c'est de la parano. Tandis que quand une fille du Nouvel Obs se plaint de la même chose, elle touche des indemnités, c'est récent, vous pouvez vérifier. Et tant pis, vous dites, à ce moment-là, vous décidez de publier un livre sur la fin du régime, un éditeur vous donne 2000 €, il dit c'est formidable, ça plaît beaucoup, il vous dit je le mets au catalogue avant les élections, et un mois après, il vous dit tu peux garder les 2000 €, on ne le publie plus. Alors là, vous en êtes réduit à publier un compte d'auteur sur Amazon, et bizarrement, ça marche assez bien. Premier des ventes même. C'est là que vous ouvrez un site Facebook qui vous envoie un courrier immédiatement, un courrier publicitaire disant si vous payez 40 €, on vous garantit 10 000 visiteurs sur votre page. Donc vous payez 40 € pour inciter les gens à voir cette page Campagnol et ça marche très bien. Les ventes du livre s'emballent. Il est premier de toutes les ventes de livres sur Amazon. C'était au mois de septembre dernier. Et la fréquentation du site s'en ressent évidemment. Immédiatement, Facebook ferme le site après avoir perçu quand même les 40 € pour le promouvoir. Donc si je compte bien, la fermeture de la page Facebook et la troisième censure radicale en moins d'1 an, mais circulée, il n'y a toujours rien à voir. Donc quand mon contradicteur au bar a joué les esprits forts sur le ton, c'est ça, ils n'ont que ça à faire, contrôlez ce que vous dites, je lui ai répondu, ah ben justement, on dirait qu'ils n'ont que ça à faire, et c'est très inquiétant, et j'en suis le premier surpris, croyez-moi. N'hésitez pas à renvoyer ce que je vous raconte en ce moment sur votre page Facebook, votre propre page Facebook. Nous verrons ensemble si la tendance au musellement se confirme, ou si j'ai rêvé. Merci. Cette année, le goûter de Noël a été remplacé le 19 décembre par un dîner offert par la mairie dans la salle polyvalente. Entre un comptoir de bar style années 60, des panneaux de basket, des fenêtres garnies de guirlandes et une boule à facettes, vous savez, qui tournait au plafond. Et c'est intéressant car ces jours-là, on observe toujours davantage, au fil des années, un raidissement autour de valeurs qui sont les nôtres. Et d'abord la crèche, la mention de Noël, l'origine de la fête, tout ça au village, on en parle de plus en plus, alors qu'avant les gens s'en moquaient. C'était un vieux pays radical socialiste, campagnol, plus ou moins anticlérical, mais là, bizarrement, la laïcité est passée au second plan dans les esprits. On dirait que la mention de Noël est devenue une façon de montrer qu'on appartient à un monde homogène et prêt à se battre, à se défendre. Quand le Père Noël est arrivé, par exemple, pendant le dîner avant le spectacle, on a entendu des chants sur la sono qui faisaient clairement mention des anges et de Bethléem. Je rappelle que tout ça était offert par la mairie. Il y avait du jambon cru en hors-d'œuvre et des saints et des anges dans nos campagnes, etc.
Et puis donc il y a eu un spectacle, et là c'est vraiment on a senti qu'on était dans un pays qui savait d'où il venait culturellement, parce que la programmation de cette espèce de musical collait très bien aux préférences de l'auditoire. Au début, on croit quand même un peu rêver quand on voit des filles en collant, résille, gilet noir, haute forme qui chantent cabaret en anglais, mais après les choses ont été assez équilibrées. Le meneur de revue a curieusement très bien navigué entre les tendances américaines de la musique française d'après-guerre, en rappelant l'Amérique de Joe Dassin, Chantons sous la pluie, etc. Puis surtout, il a ménagé un hommage assez vibrant à la rengaine française en ayant recours à Serge Lama, les petites femmes de Pigalle, etc. Il a raconté les débuts de Jean Gabin avec Mistinguett. On a eu droit à la chanson On dit que j'aime les paillettes, c'est vrai, etc. Et pour le final, ça a été carrément un French cancan avec frou-frou, grands écarts, etc. J'allais oublier, il y a eu l'inévitable hommage à Johnny Hallyday qui couronnait le tout et qui résumait très bien pourquoi ce chanteur a été populaire. Il a su concilier la France de Lynn Renaud, de Colette Renard, d'Arletty et celle d'Edith Piaf aussi, et qu'il a chanté d'ailleurs sur scène, avec le blues et les guitares californiennes qui étaient arrivées dans les bagages de l'armée américaine. Il a en outre porté une croix de 4 ou 5 cm sur la poitrine dans les dernières années, croix dont personne n'a commenté la présence dans la presse Tartuffe des années 2000. Et en échange, le peuple profond, le peuple qui sait qui il est, quel est le socle commun en France, non seulement a massivement acheté ses derniers disques, mais lui a rendu un hommage unanime après sa mort, et a même obligé le président de la République à en faire autant, alors qu'on aurait quand même aimé être une souris pour entendre les commentaires du jeune Macron, élève de l'ENA, à propos de la France de Johnny. C'était sûrement moins rock'n'roll. Alors quoi, vous allez me dire, quelle est la conclusion? Eh bien, la conclusion, c'est que cette soirée de Noël villageoise, qui s'achevait sur un morceau de Johnny, donnait quelques crédits à la thèse de l'académicien Finkielkraut, qui a souligné il y a quelques semaines combien en France il existe encore des circonstances où la famille se réunit, se reconnaît comme appartenant au même tronc sociologique. Il n'est pas monstrueux de remarquer, comme l'a fait Finkielkraut, que les gens qui n'appartiennent pas à la famille se sont retirés ce jour-là, qu'on ne les a pas vus, ils n'ont pas lancé de roses, ils n'ont pas regardé la cérémonie à la télé, et nous sommes nombreux aussi à vouloir croire que c'était pour respecter en quelque sorte l'intimité familiale, que ces nouveaux arrivants n'ont pas voulu troubler cette journée de communion, mais il est possible aussi que cette journée ait comporté une leçon plus instinctive, plus brutale, plus animale. C'est que les moments d'unité dans un groupe sont ceux où les gens qui lui sont étrangers ont le moins intérêt à se faire remarquer. Pour parler plus précisément, ils rasent les murs. Du coup, il est probable qu'à chaque fois que la France profonde va vouloir se faire respecter désormais, elle va choisir quelqu'un ou quelque chose à honorer pour réveiller le sens de la famille, parce que ça marche. Tout le monde a remarqué que ça marchait. Si vous l'avez remarqué aussi, et si vous pensez que ça va remarcher, dites-le moi merci. La grande vertu des propos de comptoir injustement décriés par les intellectuels parisiens, c'est qu'ils passent sans arrêt des petites choses aux grandes. Et on vient d'en avoir un exemple à propos des décorations de Noël. À Campagnol, comme dans le moindre village, nous avons des guirlandes lumineuses, mais soit que la municipalité ait autre chose à faire, soit qu'elle n'ait pas d'argent, soit les deux, hélas. Ce sont les mêmes guirlandes depuis des années, depuis l'arrivée des Chinois sur le marché, donc ça fait 10 ou 15 ans. Alors au coin de la rue principale, qui tourne là devant l'église, vous voyez un mur aveugle, encore orné d'une publicité peinte à même la pierre, du beau, du bon, du bonnet, un peu délavé, un peu nostalgique, et puis juste devant, une étoile filante jaune avec une queue verte, placée à 6 ou 8 mètres du sol. Et je me souviens très bien de cette étoile et des quelques décorations lumineuses qu'on avait achetées à cette époque. J'étais conseiller municipal. Le catalogue arrivé de Chine, évidemment, c'était 2 fois moins cher que l'atelier de Châteauroux qui faisait ce genre de produit. Pour ma part, j'ai voté contre cet achat, mais le maire a dit qu'il était temps de remplacer le panneau Campagnol 2000, puisqu'on était à l'époque en 2003. Depuis, les choses ont suivi la même pente pour tout. Les drapeaux français du 11 novembre ont été commandés à Shanghai. Mais si je vous en parle, c'est que l'un de nos sages, enfin un sage qui roule quand même en BMW, un type qu'on voit peu mais qui est entrepreneur à Toulouse, un type qui a des idées sur tout mais qui a perdu un fils il y a 3 ans et qui est un peu amer forcément. Ce type nous a dit, c'est les Chinois qui nous sauveront de qui vous savez, parce qu'ils n'ont pas d'état d'âme et c'est pas le genre à dire aux caïds, je vous rappelle quels sont vos droits. Entre parenthèses, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, ça c'est moi qui parle. Une fois de plus, on parlait des petites choses, la guirlande jaune et verte, pour arriver aux grandes. Et comme c'était un type qui était tout le temps fourré à Shanghai pour ses affaires,
on l'a écouté attentivement. Il a dit, c'est simple, si le désordre devait se généraliser en France, il n'a pas dit désordre, il a dit un autre mot, si on commençait vraiment à craindre la guerre civile, si un attentat au gaz ou aux matières nucléaires désorganisait tout, tu aurais, et là il s'adressait à moi évidemment, 3 candidats pour rétablir l'ordre. La Chine, qui a de gros intérêts ici, qui rachète tout depuis 10 ans, l'Amérique aussi, et la Russie, qui n'a presque pas d'intérêt chez nous, mais qui va décider de pencher d'un côté ou de l'autre. Et je te fiche mon billet, a-t-il dit, que cette fois les Américains sont finis parce que les Russes attendent encore un peu, mais ils vont finir par s'entendre avec Pékin. Et quand tu regardes une carte, ça paraît assez naturel. Et là, je te raconte pas comment l'ordre va revenir. Il faudra 3 semaines pour que tu n'aies plus un seul territoire perdu de la République, pour que les cités soient libérées, les bandes dispersées, pour que les meneurs disparaissent. Et tout le monde pensera dire que c'était si simple, on aurait dû le faire avant. Et là, en les écoutant, le verre à la main, vous vous penchez vers la vitre du bar, vous voyez nettement l'étoile jaune d'or avec sa queue verte contre le mur du bonnet, et vous vous dites que la géopolitique à Campagnol, ça donne un peu le vertige quand même. Hein. Même si votre entrepreneur franco-chinois là, a tendance à voir tout en noir ou tout en jaune, il n'a peut-être pas tort après tout. Et là, vous entendez le jeune Vladimir, qui a passé toute son enfance ici à Campagnol, qui est né en Ukraine et dont la mère a épousé un éleveur de chez nous sur catalogue en 98. Vous entendez ce jeune homme qui statue au coin du bar et qui dit « Quand Balzac, Alexandre Dumas, Franz Liszt sont allés faire des tournées façon Paul McCartney, ils sont pas allés à Pékin, ils sont allés à Pétersbourg et à Moscou. » Mais les Chinois sont assez malins pour avoir compris que seuls les Russes savent ce qui se passe dans la tête d'un Européen et ils vont pousser les Russes à débarquer les premiers. Bon, déjà, rien que le cas de ce jeune Vladimir, qui est mécanicien mais qui lit tout le temps et dans les 2 langues, tend à prouver que la Russie a 2 ou 3 atouts dans la partie qui s'annonce. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais l'entendre. Merci.